Merci beaucoup, monsieur le professeur, cher ami. Permettez-moi d'abord de vous présenter des excuses pour être arrivé en retard. Ce n'est pas que le droit de passage inoffensif entre Rueil-Malmaison et l'école militaire connaissent des obstacles militaires, mais le RER a une mauvaise réputation et elle est justifiée. Je remercie les organisateurs d'avoir bien voulu m'inviter. Je vais peut-être faire une petite introduction très personnelle avant de passer au vif du sujet. Je suis secrétaire général de l'Académie de droit international de La Haye, qui est une institution merveilleuse, mais je suis aussi professeur de droit international à l'Université Paris-Nanterre. D'ailleurs, à ce titre que j'ai participé à cet ouvrage trop gros, plus de 1000 pages, c'est trop. Et je suis également praticien. J'interviens pour des États, devant la Cour internationale de justice, devant le tribunal des droits de la mer, devant la Cour de justice de l'Union européenne et devant la Cour permanente d'arbitrage. Et à ce titre, j'ai l'honneur d'être l'avocat et le conseil de l'Ukraine dans un certain nombre d'affaires, 4. En fait, toutes les affaires actuelles ou très, très récentes de l'Ukraine contre la Russie. Et il y en a une qui est terminée, qui a été plaidée devant la Cour internationale de justice, qui portait sur le financement du terrorisme et la violation, des allégations de financement de terrorisme et des allégations de violation de la Convention sur la discrimination raciale, allégations portées par l'Ukraine. Cette affaire est terminée. Et d'ailleurs, sur la Convention sur le financement du terrorisme, on pourra peut-être discuter de savoir si la fixation de rançon fait partie du financement du terrorisme. Je ne crois pas. Cette affaire est terminée. Il y en a une autre qui est pendante devant la Cour internationale de justice qui s'appelle allégation de génocide. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est cette affaire qui a été engagée dès mars 2022 devant la Cour mondiale contre la Russie, alors même que l'agression militaire avait été engagée depuis le 24 février. Et la Cour internationale de justice a, je crois, fait honneur, ou sauvé l'honneur, si je peux dire, des Nations Unies. On dit beaucoup que les Nations Unies sont en perdition, ce qui a l'air assez vrai, même si le pacte pour le futur a été adopté par consensus par l'Assemblée générale il y a quelques jours, et ce pacte est très prometteur, mais ce ne sont que des mots. On sait que le Conseil de sécurité est devenu impuissant, et il reste une institution, la Cour internationale de justice, qui est l'institution judiciaire principale des Nations Unies pour sauver l'honneur. Et elle a sauvé l'honneur en ordonnant, c'est une ordonnance en indication de mesures conservatoires qui a été prononcée en mars 2022, en ordonnant à la Russie de cesser ses opérations militaires. Alors, c'est une ordonnance obligatoire. Bien sûr, les Russes ne l'ont pas respectée, mais au moins un des organes des Nations Unies, à mes yeux, a sauvé la face des Nations Unies en prenant ses responsabilités et en agissant pour le rétablissement de la paix avec les armes qui sont les siens. Les armes, c'est le droit. Et la Russie accuse fréquemment l'Ukraine de mener une lawfare. Alors je ne sais pas si une guerre juridique ou judiciaire contre la Russie. La Russie dit que tout ceci est bidonné, mais elle parle bien de guerre. Et c'est pour ça que, parlant du détroit de Kerch, et des affaires qui tournent autour du détroit de Kerch et qui sont devant la Cour permanente d'arbitrage, je pense que nous sommes dans le scope, alors le domaine, le thème de ce colloque. Je vais vous parler de deux arbitrages en cours entre l'Ukraine et la Russie, qui sont en cours devant la Cour permanente d'arbitrage. Une vient d'être plaidée au fond, c'est-à-dire que l'affaire étant délibérée, et sauf impromptu, le tribunal constitué dans cette affaire devrait rendre une sentence dans les mois à venir. J'imagine que ça prendra du temps. Et une autre n'a pas été encore plaidée au fond, et elle subit des difficultés dont je vous rendrai compte dans un instant. La première affaire, portée par l'Ukraine devant la Cour permanente d'arbitrage, concerne, l'intitulé est un peu long, les droits de l'État côtier dans la mer Noire, la mer d'Azov et le détroit de Kerch. Alors, quelle est l'histoire derrière cette affaire ? Chacun sait que la Crimée a été annexée en 2014,
Et bien entendu, la Russie, une fois l'annexion réalisée, a pris possession des eaux baignant la Crimée. Elle a ainsi chassé l'Ukraine de ce que l'Ukraine considérait comme étant ses eaux, au titre du droit international. La Russie a pris possession des plateformes pétrolières. Vous savez qu'il y a des plateformes pétrolières dans cette zone. Elle a appliqué ses lois réglementant la pêche et les autres activités en mer. Et elle a aussi, bien sûr, elle est intervenue sur la navigation et a construit le pont de Kerch. Et en construisant le pont de Kerch, évidemment, elle a pris possession d'une partie de la mer territoriale et des eaux intérieures qui se trouvent du côté criméen, que l'Ukraine considérait comme étant sous sa souveraineté. Alors, l'Ukraine a considéré, je n'étais pas son conseil à cette époque, je ne sais pas si je lui aurais conseillé de faire ça, mais l'Ukraine, à ce moment-là, a décidé d'engager une procédure exclusivement fondée sur le droit de la mer contre la Russie, demandant à un tribunal de constater que la Russie avait usurpé les droits de l'État côtier, l'Ukraine, en mer Noire, dans la mer d'Azov et dans le détroit de Kerch, a usurpé ces droits tels qu'ils sont reconnus par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à l'État côtier. Donc, l'Ukraine a mis tout sur la table, tout ce qui se passe en mer, du fait de la Russie, dans des eaux relevant concernant l'Ukraine, de ce qu'elle considère comme étant sous sa souveraineté ou sous sa juridiction, était dénoncé dans cette affaire devant le tribunal. Alors, c'était une grosse affaire, avec de nombreuses plaintes concernant la navigation, la construction du pont de Kerch, concernant également le droit de l'environnement, la protection de l'environnement. L'Ukraine a expliqué que la manière dont le pont de Kerch a été construit ne respectait pas les normes environnementales basiques, et puis d'autres arguments de cette nature. En tout, il devait y avoir 10, 15, 20 articles de la Convention que l'Ukraine alléguait avoir été violée par la Russie. Alors, l'affaire a d'abord, comme toujours, dans toutes ces affaires, ça commence comme ça, l'affaire a fait l'objet d'une contestation par la Russie quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité de la requête. Dans toutes les affaires, vous avez une phase d'exception préliminaire, comme on dit, qui conduit le défendeur à dire « mais on devrait s'arrêter là, il n'y a pas de compétence du tout de ce tribunal pour se prononcer sur quoi que ce soit dans cette affaire. » Alors il y avait deux exceptions préliminaires assez sérieuses, il faut bien le dire. La première consistait à alléguer que le différend maritime, et c'est une évidence, le différend maritime ne pouvait être résolu qu'à partir du moment où le tribunal constatait, acceptait ou tranchait la question de savoir qui était le souverain sur la Crimée. Et évidemment, la Russie affirmait qu'il y avait un différend sur la souveraineté sur la Crimée. La Russie alléguait bien sûr qu'il y avait eu un référendum, tout le monde connaît l'histoire, qu'après ce référendum, eh bien, l'entité criméenne avait réclamé son rattachement à la Russie et que la Russie avait donc légalement procédé à une annexion. Et de là, la Russie disait le droit a changé, je suis désormais le souverain sur la Crimée, et donc les eaux baignant la Crimée sont à moi, puisque, comme on le sait, en droit de la mer, la terre domine la mer, et bien celui qui domine la terre domine la mer. Cet argument était évidemment très très fort, et on s'y attendait. L'Ukraine a opposé à cet argument toute une série d'exposés, notamment consistant à dire que les Nations Unies, et en particulier et tout spécifiquement l'Assemblée générale des Nations Unies, avaient adopté plusieurs résolutions successives demandant à tous les organes des Nations Unies, demandant à tous les États de ne pas reconnaître l'annexion de la Crimée. Et vous avez donc une série de résolutions adoptées dans la foulée de l'annexion illégale, déclarant l'annexion illégale et demandant à toutes les parties de tous les États, tous les organes des Nations Unies, de ne pas reconnaître une quelconque modification du statut juridique de la Crimée depuis avant l'annexion. Et l'Ukraine faisait valoir que le tribunal constitué dans l'affaire devait respecter cette, non pas injonction, mais cette recommandation, cette exhortation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce qui tenait pas mal la route finalement. Mais le tribunal a considéré que
son indépendance, qu'il ne serait pas conforme à la mission judiciaire qui est la sienne, que de considérer comme un acquis la violation par un État présent devant lui du droit international que ce tribunal lui-même n'a pas compétence pour constater. L'argument de l'Assemblée générale n'a pas fonctionné. L'Ukraine a également fait valoir que deux choses. D'une part, que la revendication territoriale, la revendication de souveraineté russe ne tenait pas la route, qu'elle n'était pas crédible. Honnêtement, c'est ce que je pense. Mais le tribunal a refusé de rentrer dans ce débat. Il a dit, pour que je considère qu'il y a un différend entre deux États, il me suffit de le constater objectivement. Je n'ai pas à me prononcer sur le point de savoir si la revendication de l'un tient la route ou pas. Je constate qu'il y a un différend, ça me suffit. Et donc sur cette base-là, je veux dire assez couarde, mais probablement respectueuse des règles classiques de la fonction judiciaire, le tribunal a décliné sa compétence pour traiter de toute question qui l'obligerait au préalable à se prononcer sur qui est souverain sur la Crimée. Et pourquoi ? Parce que ce tribunal a été constitué en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qu'on appelle la partie 15 et l'annexe 7, et la partie 15 de la Convention et l'annexe 7 ne reconnaissent compétence à un tribunal établi sous ce timbre que pour traiter du droit de la mer, pas pour traiter des questions de souveraineté sur la terre. Pas de compétence sur la terre, pas de compétence sur la mer lorsque il faut se prononcer au préalable sur ce qui se passe sur terre. Alors vous savez qu'en 2015, il y avait déjà eu une affaire qui traitait de cette question, qui opposait Maurice au Royaume-Uni. C'était la première affaire internationale des Chagos, il y en a eu plein d'autres, devant la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Mais la première affaire internationale des Chagos a été portée devant un tribunal arbitral, devant la Cour permanente d'arbitrage. Et déjà, à l'époque, Maurice essayait de faire valoir que, comme dans la Convention, on parle d'État côtier, et on dit que l'État côtier a des droits sur la mer, eh bien, nécessairement, ça veut dire qu'un tribunal qui se prononce en application de la Convention doit bien pouvoir dire qui est l'État côtier. Mais ça avait été refusé en 2015. Je pense que le refus se tenait, et le tribunal, dans l'affaire Ukraine-Russie, a confirmé cette position. Fermer le banc, l'Ukraine a dû retirer de l'affaire, de ses plaintes, tout ce qui occasionnait au préalable ou nécessitait au préalable que le tribunal dise qui est souverain sur la Crimée. Il reste des choses, mais un certain nombre de plaintes, notamment sur l'usurpation par la Russie de la compétence de l'Ukraine dans ses eaux, notamment la prise du gaz et du pétrole, tout ceci a été exclu de l'affaire. Deuxième exception d'incompétence rationnée matérielle, comme on dit dans notre jargon, deuxième exception d'incompétence rationnée matérielle sérieuse soulevée par la Russie. La Russie disait, et peut-être que les marins qui sont ici vont trouver que ça fait sens, la Russie soutenait que, d'une part, la mer d'Azov, ça n'est pas une mer soumise à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La mer d'Azov, ce sont des eaux intérieures. Affirme la Russie. Par suite, si ce sont des eaux intérieures, la Convention ne s'y applique pas. En tout cas, ce que de la Convention l'Ukraine retire pour poursuivre l'Ukraine n'est pas pertinent. Pas de liberté de navigation dans les eaux intérieures, on le sait très bien. Le droit de passage inoffensif ne s'exerce que dans la mer territoriale, pas dans les eaux intérieures. Si la mer d'Azov est donc eau intérieure, il n'y a plus d'affaire. Et puis si la mer d'Azov relève des eaux intérieures, eh bien, il n'y a plus de détroit de Kerch, au sens de la Convention, au sens de l'article 37 de la Convention sur le droit de la mer, puisque un détroit, en droit, c'est un passage assez étroit qui relie des zones de haute mer ou des zones économiques exclusives. Et si vous n'avez pas de haute mer dans la mer d'Azov, si vous n'avez pas de zone économique exclusive, vous n'avez pas de détroit, au sens de la Convention. Donc l'argument russe consiste à dire, parce que l'argument est toujours devant le tribunal, consiste à dire qu'il n'y a pas d'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur la mer dans cette affaire, à raison de la nature de la mer d'Azov et du détroit de Kerch, qui ne sont pas soumis au droit de la mer. Alors, le tribunal, au niveau des exceptions préliminaires,
a considéré qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments devant lui pour trancher cette question très compliquée en réalité. Elle met en jeu des questions d'histoire, des questions de succession d'États, des questions d'interprétation d'un traité de 2003 que vous connaissez probablement tous, sur la gestion du détroit de Kerch et de la mer d'Azov. Et donc le tribunal, au stade des exceptions préliminaires, a dit « Bon, c'est une exception d'incompétence qui est peut-être sérieuse, je ne peux pas la traiter au niveau des exceptions préliminaires, je la traiterai au fond. » Et elle a été débattue au fond il y a une quinzaine de jours devant la Cour permanente d'arbitrage constituée au Palais de la Paix fin octobre. Je vous en reparlerai dans un instant. La Russie, je vais pas prendre beaucoup de temps peut-être, il faudra me dire. La Russie faisait valoir d'autres exceptions préliminaires également, fondées sur l'article 280 de la Convention, mais je vais passer assez vite. Je la trouve assez intéressante, cette exception, et la réponse du tribunal, parce que vous pourriez peut-être, vous connaissez peut-être ces traités, et peut-être que ça vous parlera. L'article 280, paragraphe 1 de la Convention, dit en gros que si les parties à un différend ont convenu de régler le différend autrement que via les moyens prévus par la Convention, eh bien ces autres moyens s'imposent et il n'y a pas de possibilité d'activer les procédures de la partie 15. Bon, ça c'est ce que dit l'article 281 de la Convention. Si vous avez d'autres moyens de régler les différends, ben c'est cela qui s'applique. Et alors la Russie faisait valoir deux traités en vigueur entre l'Ukraine et la Russie, un traité sur state borders, les limites d'État, traité adopté très très rapidement après l'indépendance de l'Ukraine, et un traité qui dit, je vais le dire en anglais, à l'article 5, Settlement of questions relating to the adjacent sea areas shall be effected by agreement between the contracting parties in accordance with international law. Settlement of questions shall be effected by agreement. So, la Russie disait, ça, c'est un mode alternatif de règlement des différends qui s'impose donc qui prime sur les procédures de la partie 15. Et alors, la Russie faisait aussi valoir l'article 1 du fameux traité de 2003 que vous connaissez probablement, un traité entre l'Ukraine et la Russie qui établit le régime du passage dans le détroit de Kerch et le régime de navigation dans la mer d'Azov. Entre les deux pays, un traité a été conclu en 2003 et son article 1er indique que Settlement of questions, je ne suis pas sûr que ce soit l'article 1er, mais je crois que c'est l'article 1er. Settlement of questions relating to the Kerch Straits area shall be effected by agreement. Settlement of questions shall be effected by agreement. Et là encore, la Russie disait, vous voyez, les parties se sont mises d'accord pour dire que quand il y a un différend, ça se résout par accord et non pas par recours à une procédure d'arbitrage. Alors, les parties ont longuement débattu de cet argument. Vous trouvez d'ailleurs l'exposé de leurs arguments, la synthèse de leurs arguments dans la sentence arbitrale, c'est assez intéressant à lire, mais le tribunal a pris une position finalement assez simple, et c'est celle-là que je voulais partager avec vous. Il a considéré que, d'une part, ces textes évoquent des questions et non pas des différends. Et le tribunal a considéré que si les rédacteurs des traités avaient voulu parler de différends et de règlement des différends, ils l'auraient dit, puisque dans les mêmes traités, on voit passer le mot différent, ce qui veut dire que par contraste, le contexte du traité suggère que les parties n'avaient pas en tête que les articles 5 et 1 que je viens de mentionner portent sur le règlement des différends proprement dit. C'est des questions. Et deuxièmement, et plus intéressant, le tribunal a considéré que quand on dit dans un article qu'on va régler une question par traité, eh bien, on ne met pas en place une procédure. Ça n'est pas une procédure de règlement des différends. Le fait de dire on va régler les questions par traité. Le traité, c'est la conclusion d'une procédure. Une procédure de négociation, une procédure de médiation, une procédure de conciliation peut-être. Eh bien, le traité, c'est l'aboutissement d'une procédure, ça n'est pas une procédure proprement dite. Et par conséquent, le tribunal a dit, eh bien non, ces articles ne mettent pas en place de procédure de règlement des différends qui puissent primer sur les procédures de la partie 15 de la Convention. Je trouve que c'est un raisonnement assez intéressant et je voulais vous le partager avec vous. Alors, il y a eu d'autres arguments, notamment sur l'exception, et ça vous intéressera sûrement, l'exception
l'exception relative aux activités militaires. Alors vous savez que dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'article 298, il y a une série d'exceptions, enfin de réserves possibles à la compétence du système de règlement des différends que les États peuvent activer. Donc les États peuvent dire, moi, très bien, je prends le package deal, qui est la Convention des Nations Unies, avec la partie 15, mais je ne veux pas qu'il y ait un tribunal quelconque, la CIJ, le tribunal du droit de la mer, qui se prononce sur mes questions, sur mes différends impliquant des activités militaires. Et on comprend très bien pourquoi cette exception ou cette réserve est possible. Les grandes puissances n'ont pas du tout envie que, quand elles engagent des activités militaires, on vienne regarder ce qu'elles font. Je ne sais pas si c'est légitime, mais ça se comprend. En tant que professeur de droit international, je préfère faire cette réserve de légitimité et de compréhension. En tout cas, la Russie a émis cette réserve. Donc la Russie refuse, mais c'est le cas des grandes puissances évidemment, que les activités militaires puissent faire l'objet d'un regard judiciaire ou juridictionnel. Et donc la Russie disait, cette affaire qui a été portée par l'Ukraine contre la Russie, elle découle d'activités militaires. L'Ukraine elle-même dit que depuis 2014, elle est victime d'une agression militaire, que les petits hommes verts, vous vous souvenez de cette terminologie, que les petits hommes verts sont des militaires, ce qui est absolument vrai, russes. Et par conséquent, toute cette histoire est la continuation et la conséquence d'activités militaires dénoncées par l'Ukraine, et donc le tribunal ne peut pas en connaître. Et là, le tribunal a eu l'intelligence de dire « tout n'est pas dans tout », si je peux dire, et certains diraient « et réciproquement », pour bien montrer l'absurdité de la chose, tout n'est pas dans tout, ça n'est pas parce que la prise de la Crimée est dénoncée par une agression par l'Ukraine que tout ce qui s'ensuit est nécessairement lié à des activités militaires, d'autant que devant le tribunal, la prise de la Crimée n'était pas du tout discutée. L'Ukraine ne mettait pas cela sur la table, ce qui était sur la table, c'était simplement les actions en mer, que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc le tribunal a dit, non, moi je ne vois rien de militaire dans la construction du pont de Kerch. Ah oui. Je ne vois rien de militaire dans le fait que la Russie, ce qui était dénoncé par l'Ukraine, a été arrêté un pêcheur. Parce que le pêcheur, même si l'arrestation a été faite par des forces de l'ordre, en mer, parce que le pêcheur pêchait sans permis octroyé par la Russie, mais sur la base d'un permis ukrainien. Ça n'est pas une activité militaire. Donc le tribunal a écarté l'argument sur ces bases. Tout n'est pas dans tout. L'affaire a donc continué au fond, et elle a été plaidée il y a 2 semaines, pendant 15 jours, devant le tribunal, devant la Cour pénale permanente d'arbitrage, et vous serez peut-être surpris de savoir que les Russes ont plaidé. Ils ont donné l'impression pendant un moment, après 2014, de boycotter les tribunaux. On ne veut pas le savoir, il n'y a pas de compétences. Mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des chances de gagner. Et donc, ils ont commencé à plaider leur cause, et non sans succès d'ailleurs. Même s'ils ont subi une défection en masse de leurs avocats habituels, des professeurs français plaidaient habituellement pour la Russie, des grandes figures anglo-saxonnes plaidaient pour la Russie, et après l'invasion de 2022, ils ont tous dit on ne peut plus travailler avec un État qui se comporte de cette façon. Mais entre-temps, la Russie a réussi à récupérer des avocats plutôt de qualité. Évidemment, quand on paye bien, on trouve des gens de qualité. L'affaire a été plaidée au fond. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de ce qui s'est plaidé au fond qui soit public? Parce que les plaidoiries n'ont pas été publiques. Vous savez que les parties devant un tribunal arbitral peuvent dire on ne veut pas de publicité, on ne veut pas que ce soit transparent, mais il y a quelques éléments qui... Non. Mais dans les débats, peut-être. Dans les débats, oui. Désolé, j'ai pris un petit peu de temps. Il y a 2 affaires et je pourrais vous en parler pendant des heures, vous l'avez vu, même si je parle vite. Mais je termine celle-là parce que celle-là est terminée au fond d'une certaine façon. L'autre pose d'autres problèmes. Où j'en suis. Donc sur le fond, ce qui s'est plaidé que je peux vous exposer est, disons, le plus intéressant a été la question de savoir si la mer d'Azov relève du statut des eaux intérieures ou bien si elle est soumise au droit de la mer. Je pense que c'est le plus intéressant de cette affaire et c'est le plus compliqué. Alors la Russie, quels sont ses arguments? La Russie dit que lorsque l'URSS
occuper le terrain, eh bien évidemment, et ça n'est contesté par personne, la mer d'Azov relevait du statut des eaux intérieures. C'est clair, net et précis, personne ne dit le contraire. La Russie dit aussi qu'avant même l'URSS, l'Empire russe détenait des droits sur les eaux de la mer d'Azov qui relevaient des eaux intérieures. En fait, à l'époque, eaux intérieures, mer territoriale, les choses étaient très floues, mais enfin, admettons. Mais la Russie dit que ces droits, elle les détenait sur la base d'un titre historique. Alors, c'est un petit peu technique, mais on fait une différence en droit international entre ce qu'on appelle un titre historique, c'est-à-dire une sorte d'acquiescement mondial, d'acquiescement international à l'exercice par un État de sa souveraineté sur une zone maritime spécifique, titre historique, consolidation historique, c'est pas, d'une part, et d'autre part, un droit qui serait reconnu à l'État côtier par le droit international. C'est deux choses différentes. Et l'Ukraine, pour sa part, a soutenu que l'URSS et avant elle l'Empire soviétique, l'Empire russe, avait exercé des droits souverains sur la mer d'Azov à raison du fait que la mer d'Azov était une baie juridique. Une baie juridique. Et qu'est-ce que c'est qu'une baie juridique? On le sait très bien, la Convention sur le droit de la mer évoque également cette notion. C'est une baie qui n'est entourée que par un seul État. C'est une baie dont les berges ne sont contrôlées que par un seul État et dont l'espace à l'entrée ne dépasse pas une certaine distance. Et lorsqu'on a une telle configuration géographique et politique, un seul État côtier et une baie qui est finalement pratiquement fermée par une porte d'entrée qui est très, très, très courte, eh bien on a un droit, en vertu du droit international, à considérer ces eaux comme des eaux intérieures. Et ça, c'est la position de l'Ukraine. Et l'Ukraine disait, mais à l'indépendance ou continue à dire qu'à l'indépendance de la Russie, il n'y a plus un seul État qui baigne les eaux de la baie, de ce qu'on va appeler une grande baie, la mer d'Azov, mais deux. Et à partir du moment où il y a deux États qui encerclent ce qui auparavant était une baie juridique, il ne peut plus y avoir de baie juridique. Deux États côtiers interdits de considérer que la baie en cause est une baie juridique. Là, l'Ukraine dit, au moment de l'indépendance, le droit de la mer continue à s'appliquer, mais il s'applique aussi bien qu'il s'appliquait avant, c'est-à-dire qu'il refuse de considérer que la mer d'Azov, ce sont des eaux intérieures, elles deviennent, ipso facto, par l'effet de cette indépendance et de cette naissance d'un nouvel État côtier, elle devient soumise au droit de la mer. Ça, c'est le cœur des arguments. Alors, la Russie fait valoir, évidemment, que l'Ukraine n'est pas consistante, puisque en 2003, un traité a été conclu entre l'Ukraine et la Russie, dans lequel un article dit les eaux de la mer d'Azov et du détroit de Kerch ont historiquement été des eaux intérieures. Ont historiquement été des eaux intérieures, des deux États. Et l'interprétation de cet article est très compliquée. Est-ce que ça veut dire que les parties s'accordent pour dire que les eaux de la mer d'Azov et du détroit de Kerch sont aujourd'hui des eaux intérieures, ou bien est-ce que c'est un article qui dit que, historiquement, c'était des eaux intérieures, sans en prendre de conséquences normatives aujourd'hui. Le débat s'est cristallisé autour de cette question d'interprétation du traité, rendu très compliqué par le fait que le traité a été conclu dans les deux langues ukrainiennes et russe, et que l'interprétation n'est pas équivalente. Voilà, j'ai terminé. Alors, que vous dire? Je termine en vous disant que cette affaire est intéressante. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a conclu. J'ai pas eu le temps de développer ça. Je te prie vraiment de m'excuser. C'est dans le métro que ma tête ne s'est pas concentrée. C'est la ligne A. Je conclus en disant que le cœur de l'affaire, c'est quand même le pont de Kerch. 33 mètres de haut. Pas assez pour que les gros bateaux passent. Si le détroit de Kerch est un détroit au sens du droit international, l'Ukraine a peut-être raison, c'est ce qu'elle soutient,
de dire que le pont de Kerch empêche le passage en transit. Et l'Ukraine conclut, le droit de passage en transit, qui est applicable dans les détroits, et l'Ukraine conclut à la destruction du pont de Kerch. Alors, on parle des détroits en guerre. Vous savez que la guerre actuellement en cours a conduit les Ukrainiens à bombarder de façon inefficace le pont de Kerch. Peut-être que par le droit, ils arriveront à en obtenir une destruction. Le professeur Poulet, c'est un feu d'artifice permanent, vous l'avez vu, hein? C'est un jeu de mots guerrier.